rejoindre. Alors, il y a, voilà, on est complètement, vous voyez, j'allais dire en famille, vous pouvez vous installer même de ce côté-là. Benoît Grandmougin, qui est chef du service eau et environnement de la région Grand Est. On a Yann Dabrowski, qui est responsable du département Prospective Réseau, Eurométropole de Strasbourg. On a l'atelier LD de Metz avec Julio da Silva et Camille Join. C'est Camille qui fera bien le lien. Installez-vous, asseyez-vous, et puis d'autres peuvent se mettre de l'autre côté. Nous avons aussi pour cette table ronde Julien Bouillet, qui est chargé de recherche nature en ville et adaptation au changement climatique, et Sandrine Potier, qui est avec nous, FNCCR. Est-ce que tout le monde est là? Oui, je pense que oui. Il nous manque Benoît? Est-ce que Benoît... Il peut peut-être aller chercher quelques dossiers, il va arriver. Et en plus, on va démarrer avec Benoît dans quelques secondes. Et puis peut-être quelques personnes qui arrivent encore. Donc on attend Benoît Grandmougin. Voilà Benoît, très bien. Alors, on va revenir sur la politique régionale de gestion de ces eaux pluviales dans un premier temps avec vous, justement. Vous avez micro. Bonjour à tous. Effectivement, du coup, deux sujets qu'on m'a demandé de déployer. À la fois, vous indiquer un petit retour sur le travail de la région en matière d'aménagement du territoire et d'eau, qui se base notamment sur le SRADET. Alors, c'est un schéma, mais qui se voudra applicable dans le cadre des SCOT et des plans locaux d'urbanisme. J'y reviendrai un peu plus en détail pour vous indiquer qu'on est parti finalement de ce qui a été présenté à la conférence juste d'avant, qui est de dire, voilà, on aura à l'échéance 2050 des pics de température qui seront beaucoup plus importants dans le quart nord-est de la France, notamment parce qu'on n'a pas de mer. Du coup, l'enjeu d'impact du changement climatique, il sera d'autant plus important, et le rôle des milieux aquatiques et des solutions fondées pour la nature, elle sera d'autant plus importante. On a également des enjeux de trames vertes et bleues à reconnecter, à recréer. Alors, c'était les anciens schémas régionaux de cohérence écologique. Maintenant, ça s'est inscrit dans cet autre schéma régional, mais du coup, qui sont bien à recréer. Et du coup, l'eau a toute sa place dedans. Et également indiqué qu'en termes de quantité, on a un impact aussi sur les usages. Là, c'est juste l'exemple du débit du Rhin actuel en noir, dans un futur proche en saumon, et en violet futur éloigné jusqu'en 2100. Pour vous indiquer du coup qu'on aura une baisse des débits en période août, septembre, octobre. On le voit déjà, hein, c'est-à-dire qu'on a des bateaux qu'on charge moins, et du coup des impacts sur les enjeux de navigation, mais également une hausse des crues et une hausse de débit sur les périodes de janvier, février, mars. Et ça, c'est des éléments en tout cas qui ont aussi orienté le travail, un travail de politique régionale qui se fait au travers de différents leviers. Là, vous avez une synthèse des gros enjeux eau, en tout cas au niveau de la région, à la fois au travers des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, qui sont un petit mini-parlement de l'eau qu'on accompagne, qui sont en vert, des enjeux d'inondation, notamment sur les 15 territoires à risque d'inondation fort au niveau de la région qui sont en orange, et avec une politique régionale qui va travailler sur 4 objectifs. Un, la question de la qualité d'eau, des ressources en eau potable, pour créer de l'eau potable sans traitement. Ça c'est un des enjeux phares. Un deuxième qui est la protection contre les inondations. On a environ un quart des communes qui sont concernées par le risque inondation, de près ou de loin. Un troisième qui est vraiment tout ce qui est restauration des milieux aquatiques, et enfin un dernier volet qui sont les usages liés à l'eau, aussi bien irrigation, navigation, eau potable. Oui. Ce qui veut dire que ça, c'est la politique eau vraiment stricto sensu, c'est-à-dire qu'en termes de dispositifs, et là, il y a un petit stand de la région ici sur le salon, je vous invite à aller voir justement ces accompagnements. Le travail en fait qui a été engagé depuis maintenant 2017, c'est de travailler de manière transversale. Manière transversale, c'est-à-dire que on mixe à la fois une politique régionale en matière d'aménagement du territoire, d'énergie, de transport, mais également environnemental, en un seul finalement document. Alors pareil, je vous invite à les prendre sur le stand, j'en ai Le prévu. diagnostic complet, c'est ça? Voilà, on a 3 documents. Un diagnostic territorial de la région,
Ensuite, des stratégies, c'est 30 objectifs détaillés sur le territoire. Et enfin, des règles qui, elles, du coup, ont été adoptées il y a 15 jours au niveau du Conseil régional et vont s'appliquer à tous les SCOT et tous les PLU de la région. Ça veut dire que d'ores et déjà, dans une révision de PLU, ce sera important d'intégrer ces éléments, alors, dont certaines concernent les ressources en eau. Ressources en eau, trame verte et bleue. Et je fais juste une petite synthèse des principaux objectifs qui, en tout cas, qui nous concernent là sur les questions de l'eau. À la fois, on a des enjeux de qualité, avec un enjeu, par exemple, de tripler la surface en agriculture biologique ou de signe de qualité d'ici 2030. Du coup, c'est des enjeux forts. De maintien des prairies, maintien des zones humides, on en parlera des haies, mais également en matière d'eau, réduire de 20% les prélèvements d'eau, c'est-à-dire qu'on parlait de sobriété juste avant. Voilà, c'est inscrit du coup dans ce schéma des schémas, le SRADET. Et enfin, un volet qui est plus désimperméabilisé. Alors les deux sujets durs qui ont été qui ont été beaucoup discutés avec les élus locaux, c'est réduire la consommation des terres agricoles, le rythme d'expansion. Du coup, l'enjeu là, c'est de réduire de 50% le rythme de consommation des terres d'ici 2030. Et le deuxième volet, c'est réussir à végétaliser la ville, désimperméabiliser. Du coup, je vais juste vous faire un petit zoom sur cette sur cette règle de désimperméabilisation qui demande d'appliquer la séquence éviter, réduire, compenser. On l'a en matière d'écologie, mais c'est bien de se dire, dès lors qu'on va travailler sur un parking, sur un aménagement, qu'est-ce qu'on peut déjà éviter en termes d'imperméabilisation, c'est-à-dire réduire finalement et maintenir des surfaces en pleine terre. On verra, il y a des collectivités qui travaillent d'ores et déjà fortement sur ces sujets-là. On a des exemples juste après. Qu'est-ce que l'on peut réduire en termes de surface, et c'est notamment via des technologies de désimperméabilisation ou de surface perméable. Là, on en a des exemples ici au niveau du salon, d'entreprises qui promeuvent ce type de surface. Et ensuite, c'est compenser, c'est-à-dire que si on a quand même des surfaces qu'on n'arrive pas finalement à désimperméabiliser, et là, c'est un ratio de 1 mètre carré imperméabilisé pour 1,5 mètre carré désimperméabilisé au sein de la commune. Du coup, on a cet enjeu-là. C'est des sujets qui étaient beaucoup développés sur le bassin du Rhône, avec la question des villes perméables, et ces ratios-là, ils figuraient déjà. Et voilà, pour gagner ce challenge de la désimperméabilisation, et on a des gros gisements encore, on sait faire, c'est-à-dire qu'on a des parkings, on a encore des gros sites, des friches industrielles et autres qui sont encore imperméabilisés. Et un des enjeux, ce sera de récupérer leur capacité d'infiltration. Voilà, vous avez des exemples au niveau régional, le plateau de la Haye à Nancy, où clairement on est sur une reconfiguration complète du plateau avec une infiltration des eaux, avec des exemples très intéressants. En fait, la question importante, c'est quel est l'accompagnement de la région dans tout ça, à la fois financier, technique, et aujourd'hui, qu'est-ce qui est effectué? Alors, du coup, nous, on a plusieurs dispositifs financiers, clairement, pour accompagner. Accompagner, je vous l'ai dit, sur les questions de milieu aquatique, sur les questions de gouvernance, sur les questions d'inondation, de réduction des coulées d'eau boueuses, mais également, là, typiquement, sur cette question de désimperméabilisation, c'est-à-dire qu'on va bonifier de 25% les aides régionales dès lors qu'on va être sur un projet qui va désimperméabiliser. C'est-à-dire qu'une commune qui va déposer un projet de restauration du centre-bourg, elle aura une aide majorée de 25% dès lors que le projet intègre ces enjeux de végétalisation. Très bien. Et je crois que vous voulez revenir avant, puisqu'on c'est très riche cette table ronde avec pas mal d'intervenants très qualitatifs. Il y a un mot important sur le retour, ce que vous avez vécu, le lien avec le 28 novembre, qui a été une journée très importante. Oui, alors on m'avait demandé justement, certains peut-être d'entre vous étaient présents, il y a eu une réunion de l'ASTE, l'Association des ingénieurs en matière d'environnement et d'eau du Grand Est, ici même à Strasbourg, juste à côté, qui était justement sur cette question de gestion des eaux pluviales urbaines. Je vous invite à aller sur le site pour voir le détail des présentations. Pour autant, à la fois, on est rentré à la fois sur des éléments réglementaires. Je ne rentrerai pas dans tout le détail, mais vous pourrez regarder, mais où on voit que c'est un sujet qui est en pleine mutation. C'est-à-dire qu'on a eu une loi Ferrand, il y a une loi engagement et proximité qui est en cours, les assises de l'eau qui sont en cours, qui ont mis en avant cette question de gestion des eaux pluviales, avec au 1er janvier 2020, en tout cas, une prise de compétence complète pour les communautés d'agglomération sur ce sujet. On a eu deux exemples ensuite de l'Eurométropole de Strasbourg et de Metz Métropole, justement sur leur retour d'expérience et avec un engagement pour les solutions fondées sur la nature, avec
Et ça, je pense que Yann pourra le développer par la suite, mais on est clairement sur des... comment on arrive en interne à accompagner les autres services qui sont des services plus aménageurs, hein, qui vont Oui. faire de la rue, des rues, qui vont refaire des espaces pour que on ne soit pas un service assainissement ou eau qui soit déconnecté des autres services. Ça, c'est un point clé et je pense qu'il y a des retours d'expérience en tout cas intéressantes qui ont été faites à ce moment-là. Et faire en sorte que dans toute nouvelle construction, on soit bien sur de l'infiltration à la parcelle. Et du coup, voilà, qu'on évite nouvelles infiltrations. Il y a l'agence de l'eau qui nous a indiqué aussi qui finançait, c'est-à-dire que clairement, alors avec des taux qui étaient variables de 40 à 80% selon les équipements et avec des plafonds de 30 à 40 euros par mètre carré. Voilà, vous indiquez au-delà des aides régionales, il y a aussi ces aides des agences de l'eau. Ensuite, FNCCR qui est plutôt orienté sur la multifonctionnalité des outils. On a une structure qui est intéressante, c'est l'association Adopta qui a permis de comparer aussi les coûts nets en matière de 1 mètre carré imperméabilisé, ça coûte environ 37 euros le mètre carré. Si on regarde des nous et sur des surfaces d'espace vert, ça coûte 15 à 20 euros le mètre carré. Tout compris, c'est-à-dire que dès lors qu'on intègre les questions de réseau, de bassin d'orage à entretenir, et finalement qui montre vraiment le gain et aussi financier de partir sur des solutions fondées sur la nature plutôt que de rentrer sur des systèmes lourds, durs, ensuite à entretenir. Du coup, voilà, c'est un autre point clé qui est sorti. Le changement climatique est là, ça c'était vraiment les éléments d'IRSTEA, mais pour ceux qui ont assisté à la conférence d'avant, vous l'avez bien vu. Et enfin, du coup, un enjeu du dimensionnement des réseaux, où là, ce que l'on voit, jusque-là, on avait des fois des débits de fuite à la parcelle. C'est-à-dire que, mais dehors, dès les premières petites pluies, il y avait quand même des débits qui partaient. Maintenant, on va plutôt raisonner en termes de parcelles capables d'intercepter une pluie de 10-15 mm et complètement l'infiltrer. Et là, on voit qu'on intercepte 80-90% des volumes. Et une réflexion qui est à se poser sur des pluies de cinquantennales, centennales. Est-ce que on crée des zones de lit majeur au sein des communes pour faire en sorte que dans ces crues importantes, ces événements importants, on n'ait pas d'impact. Très bien. Voilà. Et juste indiquer, on a eu un travail aussi intéressant au niveau d'innovation, de présentation flash d'innovation. Certaines d'entre elles sont ici, hein, du coup, n'hésitez pas à y aller. Et enfin, un exemple de la commune de Vincey, qui est une petite commune, à 2000 habitants, mais qui a vraiment pris la question à bras-le-corps, et en indiquant, en allant auprès des différents habitants, en demandant la déconnexion, en disant telle gouttière, effectivement, vous pouvez l'infiltrer dans votre jardin, telle adaptation peut être faite, telle chaussée drainante peut être mise en œuvre. Et ça leur fait une économie d'1,3 million d'euros pour un bassin d'orage qu'ils auraient dû créer. Du coup, clairement, sur ce genre d'exemples sont assez parlants, avec des aides importantes de l'agence de l'eau. Et on s'est conclu sur l'importance de communiquer suite aux prochaines élections municipales pour que les prochains maires, en tout cas les prochains élus, soient bien conscients de l'avantage de passer sur des solutions fondées sur la nature. Complètement. Merci beaucoup, Benoît. Yann, de votre côté, Yann Dabrowski, donc je crois que vous démarrez, je vous laisse prendre le micro, sur la valorisation d'ailleurs de l'eau dans les aménagements. Oui, tout à fait, merci. Bonjour à tous. Suite à l'intervention de Benoît, là, moi, je vais faire un petit focus plutôt sur notre territoire, hein, le territoire de Strasbourg, et donc vous montrer ce qu'on fait à Strasbourg, alors à la fois en termes de gouvernance, en termes d'entretien de ces ouvrages-là, quels sont les objectifs qui sont poursuivis par cette politique de gestion des eaux pluviales au niveau du territoire de l'Eurométropole, et puis faire un petit focus peut-être sur quelques ouvrages qu'on a réalisés sur le territoire. Très bien. Donc je vais commencer par présenter le contexte général, on va dire un peu notre terrain de jeu. Donc notre terrain de jeu, c'est l'Eurométropole de Strasbourg, donc, qui représente 33 communes au niveau de l'Eurométropole, avec 1700 km de réseau à gérer, à entretenir, évidemment, puisqu'on est en régie. Répartis en 3 systèmes, dont un gros système d'assainissement, hein, qui est le système de Strasbourg-Lavande-Zeno, avec une STEP qui fait 1 million d'équivalents habitants. Le lien avec les eaux pluviales, c'est qu'évidemment, on est historiquement sur un réseau majoritairement unitaire, c'est-à-dire qui récupère à la fois les eaux pluviales et les eaux usées dans la même conduite, avec les problématiques que ça peut générer en temps de pluie, évidemment, puisqu'en temps sec, tout va bien. Par contre, en temps de pluie, c'est là où on commence à avoir des petits soucis, à la fois de déversement et de débordement, donc une thématique impact sur le milieu naturel et une thématique inondation. Donc voilà notre territoire de jeu.
Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait en matière de gestion des eaux pluviales. Alors, Avec les enjeux. recontextualiser un petit peu quels sont les enjeux. Alors déjà, des premiers objectifs qui sont d'ordre réglementaire, hein, donc tout le monde les connaît, hein, Directive 4 sur l'eau, puis l'arrêté du 21 juillet 2015, qui aujourd'hui fixe des contraintes relativement fortes. Alors déjà, elles existaient avec la DCE, mais ça a été renforcé par l'arrêté sur la partie eau pluviale. Et notamment, vous pourrez prendre connaissance de l'article 5, et justement qui met en avant la nécessité de gérer les eaux pluviales différemment de ce qu'on faisait avant, j'allais dire à travers des tuyaux, des conduites, des postes de refoulement. Alors vous l'aurez bien compris, les enjeux, évidemment, de gérer les eaux pluviales au plus proche de la source, c'est-à-dire au plus proche de là où elles tombent, c'est de limiter le risque inondation, évidemment, de limiter l'impact sur le milieu naturel à travers les déversements d'unitaires. Potentiellement, on peut recharger la nappe, hein, évidemment, puisque cette eau pluviale qui est très peu chargée en pollution, quand elle s'infiltre, elle va venir réalimenter la nappe, qu'on utilise ensuite pour alimenter l'agglo en eau potable. Et après, il y a d'autres sujets qui sont également liés à la gestion alternative des eaux pluviales, qui sont des sujets connexes, par la réintroduction de la nature en ville, la réintroduction de la biodiversité, de faire du secteur, du périmètre, un secteur résilient face au changement climatique, par exemple. C'est des enjeux qui sont partagés par tous. On l'a vu à travers la présentation de Benoît, mais aussi les présentations qu'il y a eu avant. La lutte contre le réchauffement climatique, les plans climat, les règles du SRADET, etc., etc. Donc en fait, cette gestion alternative des eaux pluviales contribue à l'ensemble de ces enjeux-là. On peut dire vraiment que les eaux pluviales sont au centre de ces problématiques. Alors je vous ai mis quelques photos pour illustrer, comme quoi même en période d'inondation, on peut faire quand même des belles photos avec le tramway qui semble rouler sur l'eau. Alors en gros, comment on décline ces objectifs-là au niveau de l'Eurométropole de Strasbourg? En fait, on a deux grands axes de travail au niveau de l'Eurométropole. On va dire on a un axe historique à travers des gros travaux qu'on peut faire sur de la gestion qu'on appelle aval, c'est-à-dire on va construire des bassins de rétention pour limiter l'impact sur le milieu naturel, avec du renforcement de réseaux associés, etc. Donc ça, c'est la partie plus génie civil historique. Et puis, il y a aujourd'hui la partie gestion amont, donc à travers la mise en place de techniques alternatives sur le territoire, d'avoir une gestion des eaux pluviales le plus en amont possible, et de manière très diffuse, avec des ouvrages qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui donc des solutions fondées sur la nature. Donc ces ouvrages-là, qui sont des ouvrages multifonctionnels, à la fois ouvrages végétalisés, donc qui amènent une fonctionnalité d'ornement, d'agrémentation, d'espace vert en ville, et en plus une fonction hydraulique pour la gestion des eaux pluviales. Donc deux types d'illustrations, donc évidemment du bassin génie civil, j'allais dire à l'ancienne, avec poste de refoulement et stockage en béton, et puis des ouvrages un petit peu plus innovants, plus local, où on va gérer par infiltration les eaux pluviales. Cette photo est relativement intéressante, notamment en phase chantier, puisque, alors, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent Strasbourg, ça se situe place d'Austerlitz. Quand on passe sur la place d'Austerlitz, on a une impression d'une place très minérale, mais en fait, toutes les eaux pluviales de cette place-là sont gérées en infiltration en dessous l'espace minéral. Donc, à travers un système de cagette, stockage-infiltration au droit de la place. Les champs d'intervention. Alors, les trois champs d'intervention, merci. Donc, du coup, pour décliner cette politique de gestion des eaux pluviales, sur quoi on agit? On agit globalement dans trois domaines. Donc, à la fois sur le domaine public. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir un réaménagement de l'espace public, on va, donc, service de l'eau et de l'assainissement, on va donner des préconisations d'aménagement pour sortir, on va dire, ces eaux pluviales du réseau d'assainissement. Donc, essayer d'aller vers une déconnexion des eaux pluviales quand on réaménage une rue, quand on réaménage une place, quand on réaménage de manière générale un espace public. Récemment, on a on a renforcé cette politique-là avec la mise en place d'un AMO pluvial, donc un assistant à maîtrise d'ouvrage pour la gestion des eaux pluviales, directement placé dans la direction qui s'occupe des aménagements de voirie, histoire de porter en fait cette thématique-là au plus près des aménageurs et de les sensibiliser à la thématique eau pluviale, parce que pour certains, ils n'avaient pas forcément l'habitude de ce type d'ouvrage. Donc ça, intervention sur le domaine public, également intervention sur tout ce qui est nouvelle construction, donc lié à l'urbanisme, tout ce qui est
nouvelles ZAC, nouvelles zones pavillonnaires, etc. Donc aujourd'hui, mais depuis 2009, c'est inscrit dans le règlement d'assainissement, c'est-à-dire qu'il y a une obligation de gestion à la parcelle des eaux pluviales. Donc ça, c'est la règle, c'est le règlement d'assainissement. Par contre, comme le règlement d'assainissement n'est pas forcément la première chose que lisent les aménageurs quand ils font un projet d'aménagement, on a inscrit cette règle dans le PLU. Donc aujourd'hui, cette règle-là de gestion à la parcelle est inscrite dans le PLU. Donc c'est quelque chose qui est relativement fort, c'est un acte relativement fort, ce qui fait qu'on essaye de porter à la connaissance des aménageurs le plus tôt possible alors pas cette contrainte, mais cette donnée d'entrée qui est la gestion à la parcelle des eaux pluviales des nouvelles constructions. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui est écrit dans le PLU. Donc Benoît parlait du coefficient de pleine terre, par exemple, qui est quelque chose de très important pour nous. Et après, on a une troisième facette de la conduite de cette mission-là, enfin de la politique des eaux pluviales, c'est l'intervention en domaine privé. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, jusqu'en 2009, en fait, toutes les nouvelles constructions ont été raccordées au réseau d'assainissement, au tout à l'égout, comme on l'appelait avant. Donc il fallait vraiment tout mettre dans le tuyau, quoi. À la fois les eaux usées et les eaux pluviales. Donc ces gens-là, jusqu'en 2009, on les a obligés à se raccorder. Donc aujourd'hui, on revient vers eux pour leur dire il faudrait peut-être sortir les eaux pluviales du réseau. Ce serait pas mal. Du coup, on a une mission d'accompagnement à la fois technique et puis financière également, que ce soit un petit peu incitatif, de manière à pouvoir déraccorder en fait toutes ces habitations qui ont été raccordées sur le réseau public. Donc quelques illustrations également de réalisations qui ont été faites sur le secteur. Alors, c'est bien beau la politique de gestion. Ça date pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui, non. Alors, j'allais dire, c'est bien beau la politique de gestion des eaux pluviales, mais comment on est organisé pour la conduire? Parce que souvent, ça suscite des questions. Qui entretient, qui paye, etc. Donc, il y a beaucoup de questions autour de ça. Récemment, donc, il y a eu une obligation de reprendre la compétence eaux pluviales. Nous, la question ne s'est pas posée sur l'Eurométropole, puisqu'en tant que communauté urbaine, dès la création de la communauté urbaine, on avait déjà la compétence eaux pluviales. Donc on la gérait, je dirais, à travers nos réseaux unitaires, historiquement. Donc on l'a toujours fait. On l'a toujours eu la compétence et on l'a toujours gérée. Par contre, aujourd'hui, on a une vision un petit peu différente de la prise de gestion, puisqu'on a ces nouveaux ouvrages de techniques alternatives qui sont du coup beaucoup plus visibles que les tuyaux et qu'il faut vraiment prendre en considération, et notamment sur des problématiques d'entretien. Donc là, je vais passer assez vite peut-être, parce que sinon je vais rester un peu longtemps. Oui. Juste pour vous dire qu'on a clarifié en fait sur le qui fait quoi au niveau de la gestion des eaux pluviales. Donc je vous ai mis un petit peu un logigramme qui dit, en gros, initialement on a les eaux de pluie, ça tout le monde sait ce que c'est. Par contre après, l'eau de pluie, elle se distingue en différentes catégories en fonction de là où elle tombe. Donc c'est un peu bête de dire ça, mais c'est comme ça. Donc on a les eaux pluviales, donc c'est celles qui vont ruisseler en domaine urbain. On a les eaux de ruissellement qui, elles, vont ruisseler en domaine plutôt rural, sur les grands bassins versants plutôt agricoles. Donc ça, c'est géré chez nous par un autre service. Donc le service de l'eau et de l'assainissement, lui, s'attache uniquement aux eaux pluviales. Les eaux privées, évidemment, restent de compétences privées. Donc celle-là, la goutte qui tombe en domaine privé, ce n'est pas du ressort du service de l'eau et de l'assainissement. Donc nous, on s'occupe essentiellement des eaux publiques. Dans les eaux publiques vont rejoindre des ouvrages techniques de gestion des eaux pluviales publiques. Donc on a à la fois les ouvrages techniques qui vont être entretenus par le service parce qu'on a la connaissance hydraulique. Et puis on a ces fameuses solutions fondées sur la nature, donc ces techniques alternatives, ces ouvrages végétalisés où là les questions se posent, à qui revient la compétence? L'hypothèse de base, c'est de dire que le service de l'eau et de l'assainissement est compétent pour l'entretien de tout ce qui gère des eaux pluviales publiques. Donc de la valoir de chaussée jusqu'à la noue, on va dire, c'est de la compétence du service. Après, je pourrais rentrer dans le détail pour les différents entretiens qui ont été mis en place, et notamment les conventions de partenariat avec les communes, l'association du service des espaces verts, parce qu'ils ont plus la compétence à entretenir des noues que le service de l'assainissement, qui historiquement est plutôt équipé pour entretenir des tuyaux, des stations de pompage, des bassins, que passer la tondeuse dans une noue. On est sur l'entretien courant et puis on va enchaîner sur le financement. Ok, donc ça c'est la partie conventionnement. Alors peut-être s'il y a des questions, je reviendrai dessus, si jamais ça intéresse, mais je vais peut-être plutôt m'attacher à dérouler un petit peu plus. Le financement, donc de manière très générale, les grands principes, les eaux pluviales, c'est financé par le budget général, tout le monde le sait.
Donc nous, aujourd'hui, il y a une contribution du coup du budget général au budget annexe de manière à pouvoir payer, on va dire, la gestion des eaux pluviales à travers des ouvrages d'assainissement qui sont payés par le budget annexe, donc le réseau unitaire. Donc il y a une part du budget général qui est reversée au budget annexe. Je vous ai mis quelques ordres de grandeur. Donc en 2018, c'était 3,4 millions qui étaient reversés du budget général au budget annexe pour un budget d'investissement de 22 millions et un budget de fonctionnement. Donc ça, c'est budget annexe, hein, et un budget de fonctionnement de 47 millions. Alors ça peut poser des questions. Parce que tout hydraulicien sait qu'un réseau unitaire est plutôt dimensionné sur le pluvial. Et quand on regarde la part de pluvial par rapport à la part d'eau usée, et quand on fait le ratio entre les montants, il y a quelque chose qui ne va pas. Passons. Comment on intègre, du coup, je vous ai parlé tout à l'heure des règles dans le PLU, donc là aussi, je vais peut-être aller un petit peu vite. Il y a outils sur réglementaires les et outils. puis, Voilà, sur les outils autres réglementaires qui sont mis en place, qui sont des véritables leviers et qui permettent de porter à la connaissance des aménageurs et de tout constructeur sur le domaine de cette politique de gestion des eaux pluviales. Donc en 2009, c'était le règlement d'assainissement. En 2016, du coup, on a réaffirmé à travers le règlement d'assainissement la gestion alternative des eaux pluviales. Donc conformément aux préconisations qu'il y avait, même aux obligations qui étaient dans l'arrêté du 21 juillet 2015. Donc on a renforcé en fait cette gestion des eaux pluviales à la parcelle, donc dans le règlement d'assainissement d'une part, et après dans le PLU également, on a réinscrit cette politique de gestion des eaux pluviales, notamment en passant, alors sur quelque chose qui peut paraître insignifiant de manière, quand c'est écrit, parce qu'on est passé d'un pourcentage d'espace vert à un pourcentage de pleine terre. Donc quand on lit le PLU qui doit faire à peu près 10 cm de haut, finalement c'est assez insignifiant, mais ça a un vrai impact parce que le pourcentage d'espace vert, en fait, on avait souvent des aménagements donc dans des AC, typiquement, avec l'aménageur respectait le coefficient d'espace vert, mais sauf qu'en dessous, on avait les parkings avec juste une petite couche de terre végétale avec 3 arbres et on était conforme au PLU avec le pourcentage d'espace vert. Ouais. Sauf que pour de la gestion alternative des eaux pluviales, le parking en dessous, c'est pas l'idéal. Enfin, moi, j'ai bien une petite idée de comment on pourrait utiliser le parking, mais c'est pas partagé. Par contre, quand on passe à un coefficient de pleine terre, à ce moment-là, oui, là, on peut avoir recours à de l'infiltration in situ, et là, ça devient beaucoup plus intéressant pour faire de la gestion à la parcelle. Donc c'est insignifiant, mais c'est quand même une grande avancée. Très bien. Je passe. On va être sur des exemples qui, à mon avis, vont être concrets et intéressants. Ouais, voilà. Donc quelques outils également qui sont assez intéressants, qui ont été repris également dans l'étude nationale du CEREMA. C'est la carte des potentialités d'infiltration sur le territoire de l'Eurométropole, qui ne dit pas je peux infiltrer, je ne peux pas infiltrer, mais qui dit je peux infiltrer et ça va être relativement simple à réaliser. Et je peux infiltrer et il y aura quelques contraintes à lever et il va falloir lever ces contraintes. Alors quelles sont ces contraintes? Ça peut être l'occupation du sol, donc la présence de cavités par exemple, la nature du sol, si on est sur des sous-sols argileux, si on est sur par exemple une utilisation de la ressource en eau, si on est dans un périmètre de captage. Donc tout ça, ça va être des contraintes qu'il va falloir lever si on veut avoir une gestion à la parcelle des eaux pluviales. Toutes ces contraintes-là ont été superposées dans la carte, et ce qui donne ici un aperçu général de la difficulté qu'on va avoir à conduire un projet d'infiltration sur le territoire. Un autre paramètre évidemment important que je n'ai pas cité, c'est évidemment la hauteur de nappe, qui est pour nous très importante en termes de gestion des pollutions, notamment quand on infiltre des eaux pluviales. Autre outil qu'on a mis en place, mais cette fois-ci c'est un outil interne, donc à destination surtout de nos aménageurs et pilotes de voirie. Comme je disais tout à l'heure, souvent ce sont des gens qui font des aménagements d'espaces publics qui n'ont pas forcément la sensibilité sur la gestion des eaux pluviales et qui du coup ne savent pas trop comment attaquer le problème. Donc on leur a mis en place un petit logigramme décisionnel en disant voilà, si vous êtes dans telle situation, sur une chaussée fortement circulée, faiblement circulée, hauteur de nappe à tel endroit, telle nature des sols, voilà, c'est tel type de structure qu'il va falloir mettre en place. Attention, il faut mettre un pré-traitement, pas de pré-traitement, etc., etc. Donc tout ça, c'est un document interne qui reste du coup à la disposition de nos pilotes aménageurs.
quelques réalisation. exemples. Bah oui, c'est important. Voilà, alors, en image, après tous les. Voilà, donc la politique, maintenant, vous maîtrisez tout à fait la politique de gestion des eaux pluviales de l'Eurométropole. Et du coup, ça permet de faire quoi? Ça permet de faire des espaces verts qui permettent également de gérer les eaux pluviales. Donc, deux exemples un petit peu. Relativement différents. Un ouvrage qui se rapproche plus d'un ouvrage très technique de type bassin infiltration, donc qui est également paysager, mais qui n'a pas, on va dire, d'autres fonctions que la fonction hydraulique, si ce n'est une fonction paysagère d'embellissement du quartier. Donc voilà. Donc ça, c'est cet exemple-là. Et un autre exemple là sur le parc des sports à Strasbourg, où du coup on est sur un ouvrage de gestion des eaux pluviales qui est connexe à un terrain de sport et qui en temps sec ressemble à ça, c'est-à-dire que c'est un espace enherbé où on peut très bien imaginer qu'avant le match de foot on puisse faire les échauffements ou après on peut se reposer là. Mais par contre en temps de pluie c'est un ouvrage où il y a de l'eau dedans. Voilà. Donc on est typiquement sur un ouvrage multifonctionnel avec une première fonction qui pour nous est la fonction hydraulique et après une fonction on va dire plus récréative de l'ouvrage. Quelques autres ouvrages donc, qui sont assez sympas. Hein, donc, ce qu'on pourrait appeler un jardin de pluie, donc un bassin paysager qui gère les eaux pluviales par infiltration. Une petite structure d'infiltration qui est connexe à un parking qui récupère en fait les eaux du parking par débordement du parking. Un autre jardin de pluie, donc cette fois-ci derrière la salle des fêtes de Lipsheim. Donc c'est un espace qui est tout à fait... je veux dire, la personne lambda qui va visiter en temps sec cet ouvrage-là va penser que c'est juste un espace paysager, quoi. Sauf que quand il pleut, il y a de l'eau dedans. Tout à fait. Très bien. Des structures, on va dire, d'infiltration, donc là très diffuses, hein, puisqu'on est sur un parking donc en evergreen, donc c'est avec un revêtement très perméable. Hein, c'est des petites des alvéoles qui sont plantées de gazon, de manière à assurer la portance pour la circulation des véhicules, mais également de favoriser l'infiltration là sur place in situ, quoi. Donc là, c'est un parking au niveau de l'école des Arts Déco à Strasbourg. Oui. Une noue d'accompagnement, donc tout à fait traditionnelle, le long d'une voirie comme accessoire de voirie. Même des exemples, je crois, de lotissement, pour terminer, que vous avez aussi en voilà, image. donc des exemples de lotissement. Donc un exemple un peu emblématique, donc le lotissement Sainte-Anne Renaissance, donc à Strasbourg-la-Robertso. Donc là, j'aime bien cette photo puisque c'est une photo en temps de pluie. Donc là, on voit bien qu'on a de l'eau dans l'ouvrage quand il pleut, c'est tout à fait normal. Hein. Donc avec en plus un traitement architectural qui a été réalisé de manière à remettre l'eau en surface et à redonner, à réinscrire la présence de l'eau en fait dans le quartier. Avec, vous voyez au fond un traitement comme un ponton, comme si on était au bord de l'eau, qui allait, voilà, comme quand on est au bord de la mer. Hein. Bon, chez nous, la mer elle est un peu loin, du coup, on essaye de la recréer ponctuellement là où elle n'est pas. Donc ça, c'est des grands espaces verts de gestion des eaux pluviales. Et puis des petits espaces comme ça, un petit peu plus discrets. Donc là, sur un secteur fortement urbanisé. Donc c'est le lotissement Aristide Briand, le long de l'ancienne RN4, là, dans Strasbourg, où du coup, on gère à la parcelle les eaux pluviales de la voirie. Donc c'est assez intéressant en plus ici, parce que bon, dans la voirie, par exemple, on n'a pas de tuyaux. Donc tous les écoulements se font en surface et les eaux sont acheminées à travers ce premier ouvrage-là qui fait office de pré-traitement, on va dire, avec un système de filtre à sable et de drain, et ensuite un système d'infiltration. Donc quand on voit ça, on est vraiment situé en pied d'immeuble, en secteur urbain très contraint, et on arrive à gérer à la parcelle des eaux pluviales. Très bien. Je vous laisse 2 minutes, Yann, pour terminer, pour laisser la parole aux autres. Rue de la Roue, la Noue, rue de la Roue, à Strasbourg. Donc là, c'est pareil. Hein, la photo est assez sympa parce que voilà, c'est un épisode pluvieux. Donc on voit bien que l'eau, elle est complètement, elle occupe tout l'espace d'infiltration. Et puis j'ai mis un contre-exemple. Hein, donc voilà, c'est un peu l'intrus de la photo. C'est la place du Château à Strasbourg. Très minéralisé, mais bon, ça c'est architecte des bâtiments de France. Donc c'était compliqué d'avoir recours, de mettre des espaces végétalisés à cet endroit-là. Donc on est arrivé à cette solution-là. On aurait pu faire différemment, je pense, mais c'est le choix qui a été fait. Je pense pour terminer, Yann, c'est de dire la prise en compte qu'on peut avoir par rapport à ces images, à ces réalisations, la prise en compte de cette gestion, c'est ce qu'il faut retenir. Oui, alors ce qu'il faut retenir, c'est ça. Hein, la photo d'avant, là, j'ai passé un peu vite. Hein, c'est un lotissement également en secteur urbain très contraint, donc à Schiltigheim. C'est le lotissement Adelshofen, où avec on va dire un sous-sol relativement contraignant, parce que
présence de cavités souterraines, présence d'argile, on a quand même réussi à faire du zéro rejet au niveau de ce lotissement-là. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut porter. Donc on est à la fois en environnement urbain très contraint, avec un sous-sol très compliqué à traiter, et on arrive quand même à faire des belles choses en termes d'infiltration. En gros, en termes de conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que, évidemment, pour éviter tous les problèmes qu'on peut connaître sur la gestion d'un réseau unitaire d'assainissement, en temps de pluie surtout, il faut prendre en compte la gestion des eaux pluviales le plus en amont possible, d'avoir une gestion amont décentralisée le plus possible. Toutes ces eaux-là qui ne sont pas dans le réseau ne sont pas à gérer après en termes d'inondation et en termes de déversement également. Il faut concevoir des ouvrages qui répondent à l'ensemble des usages des usagers, à l'ensemble des usages des occupants du secteur sur lequel on travaille. Donc, essayer d'imaginer des ouvrages qui sont plurifonctionnels, c'est-à-dire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, des ouvrages qui vont gérer à la fois les eaux pluviales, mais qui vont également favoriser la réintroduction de la nature en ville et éventuellement, pourquoi pas, prévoir des espaces ludiques comme des aires de jeu ou des choses comme ça dans ces ouvrages-là. Et ça, c'est vraiment les clés de la réussite pour mettre en place ce type d'ouvrage-là sur le territoire. Très bien. Il faut que vous avez dépassé les 2 minutes. Hein, d'accord. Parce que vous avez Alors, des dames et demoiselles qui ont... une minute. Il faut que le projet soit évidemment partagé par tous. Il faut qu'il soit partagé par la partie exploitante, conception, mais également par les élus. Et à partir du moment, et les usagers. Si tout le monde est d'accord pour mettre en place ce type d'ouvrage, il sera accepté et il fonctionnera correctement. Enfin, il sera bien accepté et on pourra le remettre en place sur d'autres endroits. Voilà. Merci donc, beaucoup pour l'explication claire. Merci. Merci Yann. On poursuit avec l'atelier LD avec Camille et Julio qui est aussi avec nous indirectement parce que vous êtes devant. Atelier LD, vous êtes situé à Metz. Vous, c'est mettre en valeur la trame bleue en fait. On est à Paris. Comment ? On est à Paris. À Paris, mais vous travaillez sur le projet qui est à Metz. Voilà, c'est ça. Mettre en valeur la trame bleue dans l'aménagement. Et vous avez l'exemple de reconversion qui est intéressant, donc du côté de Metz-Frascati. Voilà, donc on va changer un petit peu de métropole. Moi, je vais vous parler d'un projet en particulier qui va venir illustrer un peu les différentes interventions qu'on a eues jusqu'à présent. Donc ce projet, c'est le projet de reconversion de... Oui, allez-y. Merci. Donc c'est le projet de reconversion de l'ancienne base aérienne de Metz-Frascati qui est porté par la métropole, on se par souvient Metz de cet Métropole. endroit, en tous les cas les gens de la région, oui. Voilà, et qui est un bon exemple de mise en œuvre des techniques alternatives ou solutions basées sur la nature et sur lequel on a la chance de travailler depuis 2017 maintenant. Oui. Alors je vais vous parler d'abord un petit peu du contexte qui est assez inhabituel, d'une part par ses proportions, parce qu'on est quand même sur un site de 380 hectares qui était occupé jusqu'en 2012 par une ancienne base aérienne militaire. La base a été construite dans les années 50. Actuellement, le site est encore occupé par des bâtiments, donc des bâtiments qui servaient pour le logement des militaires. Il y a aussi un réfectoire, il y a des hangars, dont certains avec un patrimoine historique assez intéressant, et par des infrastructures militaires, donc il y a des voiries classiques, et il y a également des pistes, donc des taxiways qui servent au déplacement des avions et une grande piste centrale pour le décollage et l'atterrissage qui est très visible là au centre sur la photo satellite. Il faut savoir que c'est un projet qui est important à l'échelle de la métropole, d'une part par sa nature et par ses proportions, et aussi en termes d'emploi, puisque un des objectifs que s'est fixé la métropole, c'est de retrouver à terme tous les emplois qui ont été supprimés lors de la fermeture de la base. Donc là, je vous ai mis une photo pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu des proportions du site. Donc ça, c'est la fameuse piste centrale qui traverse tout le site du nord au sud et qui est vraiment la colonne vertébrale de la base. Elle fait 45 mètres de large et elle doit avoir une épaisseur de 60 ou 70 cm de béton, donc c'est quand même pas rien. Pour autant, le site, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer en voyant cette photo, le site n'est pas totalement à l'arrêt. C'est vraiment un morceau de territoire qui a continué à vivre depuis le départ des militaires. On a des bâtiments, notamment dans le secteur de la base vie, qui sont occupés par des entreprises.
Et on a également plusieurs projets d'ampleur qui sont d'ores et déjà prévus sur la base. C'est notamment le cas de l'installation là au nord du FC Metz, donc le club de foot, qui va venir créer des terrains d'entraînement. Au centre, on a un projet agricole donc, qui s'appelle l'agrobiopôle, avec des espaces tests qui sont prévus. Et la partie sud, c'est la ZAC Pointe Sud, qui est destinée à de l'activité économique et qui est impulsée par l'installation d'un géant du commerce en ligne. Très bien. Oui, les équipes en fait, et puis les missions. Voilà, donc nous, on a travaillé sur ce projet en fait grâce à 2 architectes freelance qui ont en 2013 participé au concours Europan, puisque la base de Frascati était un des sujets du concours Europan. Et ces 2 architectes ont fait partie des 3 équipes lauréates de ce concours pour ce sujet. Et Metz Métropole a choisi de continuer à travailler avec les 3 équipes lauréates dans le cadre d'un accord cadre pluriattributaire. Et donc nous, on a rejoint une de ces 3 équipes pour travailler sur le site. Parmi les différentes missions qui ont été lancées, donc 2 nous ont été attribuées à notre équipe. La première, c'est la mission de plan guide. Donc c'est le périmètre que vous voyez en violet là sur l'image, donc qui porte sur les 380 hectares et c'est une mission de plan guide, donc on est sur des préconisations générales. Et la deuxième mission, c'est une échelle différente, c'est la ZAC Pointe Sud, qui se trouve ici au sud, qui fait une 50aine d'hectares. Et là, on est sur des missions de maîtrise d'œuvre, donc de l'AVP jusqu'au chantier. Donc ces 2 missions nous ont permis de travailler en parallèle sur 2 échelles différentes, avec 2 approches différentes, mais par contre avec un objectif commun qui est celui de mettre en place des techniques alternatives, puisque c'est le cœur de métier de l'atelier LD, et d'avoir une approche avec des solutions basées sur la nature. Ouais. Donc je vais vous parler de ces 2 missions-là successivement. La première, c'est le plan guide. En fait, quand on a commencé la phase de diagnostic, ce qui nous a frappé, c'est que paradoxalement, en se promenant sur le site, on voyait très peu la trame bleue. Elle était vraiment très peu perceptible. Alors qu'en creusant un petit peu plus, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait une véritable trame bleue qui était là, notamment grâce aux 2 cours d'eau qui traversent la base. Donc le premier, c'est le Rio qui se trouve ici. Il traverse du sud au nord, plutôt dans le secteur de la Basse-Vie. Alors c'est un cours d'eau qui est fortement anthropisé. Il a été un peu malmené par des bassins d'orage, des ouvrages techniques. Et le deuxième cours d'eau, c'est la Ramotte, donc qui passe plutôt au sud, au niveau de la future zone d'activité, et qui, elle, est totalement imperceptible, puisqu'elle a été complètement busée lors de la création de la base dans les années 50. Donc nous, face à ce constat, en plus de mettre en place des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales, qui de toute façon est un peu dans l'ADN de notre démarche, on s'est dit qu'on allait voir ce qu'on allait faire en plus pour un peu requalifier ces cours d'eau et qu'ils retrouvent un peu leur aspect d'origine. Je vais vous parler maintenant de la gestion des eaux pluviales. En fait, ce qui nous semble important, nous, c'est de vraiment contextualiser cette gestion des eaux pluviales par rapport à la situation. Donc, il va soit par rapport à la situation du terrain, mais même sur un même site, par rapport aux usages qui sont prévus. Donc, je vais vous parler de 3 zones du plan guide ou 3 projets différents qui ont chacun leur programmation, qui ont chacun leurs enjeux propres, et vous montrer comment quelles orientations on a fixées pour la gestion des eaux pluviales. Le premier, c'est dans la partie nord du plateau, où le plan guide prévoit la création d'un grand parc paysager. Ça a été vu avec la métropole, ça manquait un petit peu à l'échelle de la métropole. Donc de réserver toute une partie de l'ancienne base aérienne à la création d'un grand parc ludique qui puisse vraiment avoir une attractivité à l'échelle de la métropole. Et il a été proposé la création d'un plan d'eau au cœur de ce parc-là, donc pour des raisons d'attractivité, un peu de biodiversité aussi. Alors ce que je tiens à dire, c'est que dans une optique de développement durable et d'économie de la ressource, alors que ce soit en eau ou en énergie, le plan d'eau, nous, on l'envisage avec un fonctionnement de mare, c'est-à-dire uniquement alimenté par des ruissellements de surface et avec un marnage et une variation du niveau au fil des saisons.
Donc ceci étant dit, l'enjeu qu'on a sur ce secteur-là, c'est le renouvellement des eaux du plan d'eau et la compensation de l'évapotranspiration qui va se passer en période estivale. Donc les eaux pluviales vont nous être d'un grand secours par rapport à cet enjeu-là. Et l'objectif qu'on s'est fixé sur ce secteur, c'est de les collecter et non pas de les infiltrer, mais plutôt de les canaliser et de les concentrer pour alimenter le plan d'eau. Ouais. Ensuite, sur la partie centrale du plateau, au niveau de l'agrobiopôle qui est prévu, là, l'enjeu est un petit peu différent. On va aussi avoir besoin des eaux pluviales, mais pas pour alimenter un plan d'eau cette fois-ci, mais plutôt pour pouvoir les stocker et les réutiliser un peu plus tard pour l'irrigation et l'arrosage. Donc là, on fera appel aussi à la gestion des eaux pluviales en collectant tous les ruissellements, notamment ceux de la piste centrale qui représentent quand même une surface imperméabilisée assez importante, et prévoir des structures pour pouvoir stocker ces ruissellements et qu'ils soient réutilisés, que les eaux soient réutilisées ensuite par les agriculteurs. Pertinent, oui. Très bien. Sur le reste du plateau, où on n'a pas ces problématiques, là on va être dans une démarche plus classique de techniques alternatives. Donc c'est par exemple le cas de la base vie et de la ZAC Pointe Sud, où là on n'a pas de plan d'eau alimenté, on n'a pas de parcelle agricole à irriguer. Donc on va plutôt, au contraire des enjeux d'avant, chercher à ne pas concentrer les eaux, mais plutôt les infiltrer de manière diffuse pour éviter de reporter les ruissellements en aval et recharger les nappes souterraines. Donc là, c'est le plan que vous voyez, c'est le plan d'aménagement stade AVP de la ZAC Pointe Sud, Ouais. où on retrouve la piste centrale que je vous ai montrée tout à l'heure au centre. Là, la grande parcelle qui va être réservée pour l'implantation du géant du commerce en ligne. Et tout ce que vous voyez en bleu, en fait, c'est les noues, les espaces verts creux. Vous voyez qu'il y en a un petit peu partout. En fait, le principe, c'est dès qu'il y a une voirie, il y a une noue pour vraiment infiltrer les eaux au plus près de là où elles tombent. Donc ça représente un vrai changement de paradigme à l'échelle de ce site, puisque initialement on était sur à peu près tout le contraire de la gestion alternative, C'est sûr. c'est-à-dire beaucoup de surfaces imperméabilisées et puis des ouvrages comme le caniveau à fente que vous voyez ici, qui en fait longe toute la piste et qui sert à vraiment collecter les ruissellements et les évacuer assez loin le plus rapidement possible. Juste en dessous, c'est une image d'archive où vous pouvez voir la construction de la piste et la construction ici de ce fameux caniveau à fente à grand renfort de béton et de fer à béton. Et sur la partie droite de l'écran, c'est ce vers quoi on tend avec ce projet de requalification de la base aérienne, avec un exemple de nous qui pourra être celle qui sera mise en place sur la base. Et pour faire le parallèle avec la photo d'archive, je vous ai mis une photo de la construction d'une noue où on voit que ça nécessite beaucoup moins de matériel, beaucoup moins de moyens humains aussi, puisque la noue est en fait formée par simple terrassement et modelage de terre végétale. Donc c'est vraiment deux visions différentes et tout l'enjeu est de passer de l'une à l'autre. Et là-dessus, la métropole de Metz a vraiment... on n'a pas eu à les convaincre. Donc ça, c'est pas le cas partout, donc naturel. Je tiens à le dire. Voilà. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de la ZAC Pointe Sud, puisqu'on est un peu plus avancé dans les études. Donc on est moins sur des préconisations en général, mais là on est vraiment sur des plans précis et des intentions précises. Cette grande piste centrale qui traverse toute la base aérienne, elle traverse également la ZAC Pointe Sud. On a choisi de la conserver puisqu'on a besoin de toute façon de créer on a besoin d'avoir une voirie pour desservir les lots. Donc il a été décidé de la conserver. Par contre, on n'a évidemment pas besoin de 45 mètres de large. Donc il y a deux voies qui seront réservées au centre pour la circulation des camions et des voitures. Et tout ce qui est en dehors de ces voies-là circulées, on a décidé de désimperméabiliser. C'est-à-dire qu'on va venir ponctuellement
démolir le revêtement et le transformer en espace vert creux. Le principe, c'est qu'en fait, à terme, la piste soit autosuffisante et qu'elle soit capable d'infiltrer les eaux pluviales qu'elle produit. Très bien. Et les noues que vous voyez sur les côtés, en fait, il y en aura une de part et d'autre de la piste. Elles servent à récupérer les ruissellements en cas d'orage très important et également à récupérer les surverses des parcelles privées qui sont de part et d'autre de la piste. Je vous parle de surverse parce qu'on a imposé, via un cahier de prescription, on a imposé à chaque parcelle privée de gérer ses eaux à la parcelle par infiltration. Je vous laisse 1 minute pour terminer, pour laisser la place ensuite à Julien. Ouais. Alors, je vais juste vous parler d'un dernier point qui est important à l'échelle de ce projet. C'est la remise à ciel ouvert de la Ramotte. Donc, c'est le cours d'eau qui est totalement busé. Vous voyez là une image d'archive avec ce qui a été la tranchée qui a été faite et l'ovoïde qui est posé pour canaliser le cours d'eau. Donc, nous, on a... Le travail de conception du tracé à ciel ouvert de la Ramotte a représenté une bonne partie des études de conception. On a été accompagné à la fois par un bureau d'études hydraulique, plutôt pour l'approche débit et hauteur d'eau, et par un écologue pour l'approche géomorphologique et écologique. Avec toutes ces contraintes, ça nous a permis donc de dessiner le nouveau tracé à ciel ouvert de la Ramotte. L'objectif étant de varier le plus possible, de retrouver des conditions naturelles, donc de varier le plus possible les faciès d'écoulement en jouant sur la pente en long, sur le lit mineur, c'est les petits schémas que vous voyez à gauche ici, et des variations dans le lit mineur. Très bien. Donc là, je vais passer rapidement. C'était des coupes Oui. pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Celle-là, elle est intéressante parce qu'on voit il y a tout un travail paysager qui a été fait aussi avec un système de gradins qui permet de... Parce qu'à terme, ce sera un parc. Donc il est important que les promeneurs, les futurs salariés de la zone d'activité puissent aussi aller déjeuner au bord de l'eau s'ils le veulent. Enfin, on voulait vraiment réintégrer ce cours d'eau dans la ville. Donc ça, c'est quelques photos de référence des aménagements qui pourront être proposés dans le lit mineur. Les travaux ne sont pas encore commencés, donc ce n'est pas des photos de la Ramotte. Par contre, là, je vous montre des photos qui datent du mois dernier, qui sont les premiers terrassements, parce que là, on vient juste de commencer. Donc c'est assez rectiligne, parce pour des raisons techniques, ils ont commencé par les terrassements du cours d'eau, à l'endroit où il y aura une pose d'ouvrage cadre pour permettre le franchissement par les véhicules. Mais par contre, je vous invite d'ici quelques mois ou éventuellement quelques années à aller faire un tour sur la base, et je pense que vous pourrez voir le cours d'eau remis à ciel ouvert. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation et bravo à l'atelier LD. Vous restez avec nous. Julien Bouillet, si vous voulez nous rejoindre. On va avec vous regarder quelques éléments de contexte concernant le phénomène d'îlots, notamment de chaleur urbain. Je crois bien, Julien. Oui, c'est ça. Vous avez le module, vous avez tout. J'ai tout ce qu'il faut. Bonjour à tous. Donc, je suis Julien Bouillet, chargé de recherche en climat urbain au CEREMA Est, donc basé à Nancy. Alors, je ne fais pas de la gestion de l'eau, je ne suis pas expert en gestion de l'eau. Par contre, je travaille sur le climat en ville spécifiquement et je vais essayer de tisser des liens entre ce qui a été dit à la première table, notamment par Météo France, sur les aspects futures conditions météo, et puis en particulier en milieu urbain, et justement les services apportés par les ouvrages de gestion de l'eau, notamment par rapport au rafraîchissement urbain. Alors, quelques petits éléments de contexte sur ce phénomène d'îlot de chaleur urbain dont on entend parler, à mon avis, et je pense qu'au niveau de l'auditoire, vous en avez tous entendu parler. De quoi il s'agit? En fait, c'est une augmentation de température entre la ville et le milieu environnant. Donc, on parle de milieu rural, globalement. On peut qualifier justement cet écart de température selon plusieurs façons. Donc, on parle de température souterraine, de surface, d'air dans lequel on vit, d'air au-dessus, donc l'atmosphère qui nous surmonte. Mais en fait, globalement, on parle... mince, alors j'ai pas de pointeur, c'est pas grave. En termes de température d'air, quand on parle d'îlot de chaleur urbain, on parle en général de ce profil justement entre la campagne et la ville, où l'écart de degrés se montre beaucoup plus important en période nocturne. Donc là, on voit bien qu'en période journalière, c'est à peu près... c'est accidenté, mais en période nocturne, on a bien une grande élévation de température de la ville qui est expliquée par plusieurs raisons, en fait, des émissions de chaleur dues aux activités humaines, donc à la fois les équipements domestiques, à la fois les flux anthropiques liés au trafic, par exemple,
à la fois le fait que la ville soit une surface un peu accidentée avec des bâtiments qui empêchent le vent de circuler, de ventiler et de rafraîchir la ville en conditions nocturnes. À la fois aussi, cette morphologie des bâtiments va piéger le rayonnement solaire et infrarouge. Et enfin, ce qui va nous intéresser pour la suite, c'est que la ville, c'est une surface principalement artificialisée. Et le fait qu'on ait une réduction des espaces végétalisés va diminuer l'évapotranspiration et le rafraîchissement par ce phénomène. Donc on va insister là-dessus sur les slides d'après. Je refais le lien justement avec ce qui a été dit sur la première table. Donc on va se concentrer sur le diagramme de gauche qui vous présente un petit peu, je fais le lien avec le changement climatique, avec on va dire les statistiques climatiques par rapport aux périodes de canicule passées. Donc c'est du changement climatique basé sur des données d'observation et pas de projection climatique. C'est vraiment de l'observation. Si on regarde les 70 dernières années, donc découpé en deux, ça fait à peu près 30 ans pour avoir des périodes climatiques de référence. On s'aperçoit que jusqu'à entre 47 et 83, on a les petites bulles grises qui représentent les canicules qui ont été observées. Entre 83 et 2019, d'ailleurs on a les 2 derniers épisodes caniculaires qu'on a vécu cet été avec quelques records atteints justement sur la deuxième période, on remarque qu'on a beaucoup plus de canicules sur les 30 dernières années que par rapport sur les 30 dernières années d'avant. Donc là c'est de l'observer. Je vous montrerai tout à l'heure ce que donnent les projections. Ça, c'est des canicules qui vont être donc beaucoup plus fréquentes par l'avenir. Et quand on zoome sur le phénomène sur la canicule de 2003, qui a été la plus critique de ces dernières années, pire que cette année d'ailleurs, puisque au niveau des températures max qu'on voit ici, on a atteint à peu près les mêmes niveaux. Par contre, la durée a été beaucoup plus importante. Du coup, la vulnérabilité des populations était beaucoup plus importante. Quand on regarde ça au niveau du milieu urbain, là, c'était des observations qui ont été faites en région parisienne en 2003, ici, par rapport à des chroniques classiques de juillet 2000, on s'aperçoit qu'en milieu urbain, par rapport à une période classique où l'îlot de chaleur urbain que je vous montrais tout à l'heure s'élève à peu près à 4 degrés, entre ville et campagne, on a un écart de 8 degrés en conditions caniculaires. Donc à la fois les canicules vont devenir plus fréquentes, à la fois en milieu urbain, on va plus être exposé à ce phénomène. Donc je passe assez vite sur les slides d'après qui ont été plus ou moins présentés sur la table d'avant. Oui. Là, c'est une projection des canicules donc sur les prochaines périodes de référence, horizon 2050, horizon 2100, où on voit entre les petits points verts kaki qu'on a sur la slide d'avant. Hein. Le graphique d'avant, c'est celui-là. Le graphique d'après donc, est beaucoup plus grand. Sur un scénario très optimiste en termes de politique climatique et de sobriété, etc., on voit qu'on a quand même beaucoup de canicules qui vont apparaître sur les 2 prochaines périodes de référence. Hein. On voit qu'on augmente beaucoup la fréquence des canicules. Et là, sur un scénario pessimiste, voilà en termes de projection climatique ce qu'on va subir à horizon 2050 et 2100. Je vous passe les chiffres, mais bon, on peut s'attendre à des durées de 50 jours avec des moyennes de maxima de plus de 35 degrés. Oui. Je passe, je vous laisse réfléchir. L'adaptation. Donc voilà, juste pour vous montrer par rapport à ce rafraîchissement urbain, il faut s'y adapter aussi, pas seulement la ressource en eau est un enjeu, mais le climat est aussi un enjeu en milieu urbain. Donc voilà, on est un petit peu démunis en termes de planification sur les outils à l'heure d'aujourd'hui. Il y a des choses qui se font, on a vu tout à l'heure au niveau de Strasbourg, au niveau du PLU de Rennes, il y a des choses qui se font. L'ADEME nous propose des fiches actions pour agir. Et dans le plan actuel d'adaptation au changement climatique national, les îlots de chaleur urbains ont été identifiés comme des enjeux forts en termes d'adaptation. Donc, on nous précise quelques leviers pour agir, donc les documents d'urbanisme, les solutions. En termes de solutions, voilà, il en existe un panel. Donc, les solutions vertes et bleues qui correspondent justement à des solutions de techniques alternatives végétales et en eau. Solutions grises, il ne faut pas y voir du péjoratif. Des solutions grises sont des solutions plutôt liées aux matériaux, donc avoir des matériaux plus réfléchissants, moins stockants en termes de chaleur, etc. Des solutions douces, c'est plutôt ce qui correspond justement à des modifications de mode de mobilité. Par exemple, voilà, un peu plus de pistes cyclables pour diminuer les flux anthropiques et du coup la restitution de chaleur dans l'atmosphère. Et des solutions basées sur la forme urbaine où on va optimiser à une plus grande échelle les formes de la ville, justement pour essayer de réduire cette pression climatique. Oui. Évidemment, aujourd'hui, j'ai plutôt insisté sur les solutions vertes,
qui ont été quand même présentés largement auparavant. Important, oui. Et voilà, la différence entre une ville imperméable et une ville nature, par exemple par rapport à ce que je montrais tout à l'heure, c'est que le flux d'évapotranspiration, en plus de tous les aspects infiltration qui ont bien été documentés tout à l'heure, l'effet évapotranspiration qui va permettre de réduire les températures en milieu urbain va être bien augmenté. Alors là, on a une petite figure peut-être un petit peu complexe à lire qui a été présentée lors d'une journée technique sur le rafraîchissement en 2017 sur les solutions de rafraîchissement diverses et variées. Donc on a des solutions grises, des solutions douces et les solutions végétalisées qui ont quand même la part belle sur le panel de solutions. Alors sur cet axe-là, on lit maturité. Voilà, on est plutôt sur un nombre d'études effectuées et du coup l'état de l'art a été fait en essayant de trouver des moyennes en termes de réduction d'écart de degrés entre les différentes solutions. Donc, comme je disais, on voit que les solutions végétalisées ont la part belle, mais par contre, de combien? Alors, on nous pose tout le temps les questions, mais si je mets un arbre, de combien de degrés je rafraîchis, etc. etc. Voilà les incertitudes en fonction du contexte. Parce que si on met un espace vert dans un contexte climatique différent, l'effet ne sera pas le même. Si la ressource en eau dans le sol n'est pas la même, voilà. Si le régime des précipitations n'est pas le même, voilà. On ne peut pas donner une valeur. Oui. Par contre, on peut essayer d'évaluer ça avec des outils. Oups, je me trompe. Donc voilà. En fait, c'est mon message du jour, pour essayer d'adapter le climat urbain avec des solutions, mais il faut savoir bien les évaluer. C'est ce que nous dit cette fiche action de l'ADEME, c'est que dans un premier temps, par rapport au phénomène d'îlot de chaleur par exemple, c'est à grande échelle, comment spatialiser ces écarts de température dans la ville. Donc on a cet ouvrage dont je fais la pub parce qu'il présente assez succinctement quelles techniques on a à notre disposition. Diagnostic de la surchauffe urbaine. Pour diagnostiquer cette surchauffe sur la ville, avec différentes techniques qu'il existe. Donc on parle de modélisation, d'images satellitaires pour faire les températures de surface, de mesures avec des stations météo, en les spatialisant dans l'espace, faire des cartes géoclimatiques. Puis on aborde aussi les questions, mais pourquoi faire ce diagnostic? Quelles sont mes pressions? Quelles sont mes vulnérabilités territoriales, etc. Donc on va dire que c'est assez bien référencé et c'est aussi documenté par rapport au coût. On va tout le temps poser la question, mais combien ça coûte de faire ce diagnostic? Donc cet ouvrage est assez bien parce qu'il donne quelques notions de coût, même si on a, encore une fois, des marges d'incertitude en fonction de jusqu'où on veut aller et quelle technique on utilise. Très bien. Je me trompe tout le temps de flèche. Alors, je vous laisse 2 petites minutes voilà, pour terminer. Je vais aller assez vite et je vais présenter les techniques d'évaluation qu'on connaît bien au CEREMA, mais la communauté scientifique, entre établissements publics, universitaires, bureaux d'études, s'attache beaucoup au sujet maintenant. Donc, je vais présenter 2 plateformes qu'on a au CEREMA. Donc une plateforme pour faire plutôt de la cartographie climatique et une plateforme plutôt d'évaluation de dispositifs justement de rafraîchissement, mais aussi de gestion de l'eau, puisqu'on a une plateforme complètement instrumentée de toiture végétalisée, j'y reviendrai. Très bien. Hop. Donc voilà le type d'outil qu'on développe au CEREMA Est. Donc il s'agit à partir d'un dispositif de mesure mobile qu'on devine ici, de faire des parcours répétés sur un territoire. Donc ici, je vous montre par exemple le cas d'étude qu'on a fait à Nancy, un terrain de jeu favori puisqu'on est à proximité. À partir de relevés de mesures mobiles répétées et de cartographie d'indicateurs urbains faits à partir de données géographiques et de données satellitaires, on arrive à générer des cartographies typomorphologiques de la ville, derrière lesquelles il y a des indicateurs urbains, dont figure par exemple le taux de surface perméable, imperméable, entre autres, et auquel on attribue une carte d'îlot de chaleur urbain. Là, on a pointé sur cet élément-là pour révéler un potentiel d'îlot de chaleur urbain de plus de 4 degrés pendant un été plutôt classique. Oui. C'est pas vrai. Ensuite, là, je vous présente une plateforme d'études des toitures végétalisées qu'on a sur les toits de notre laboratoire, où en fait, le message que je vais passer, c'est que les toitures végétalisées en fait, ont été beaucoup développées pour faire de la rétention d'eau, qui était quand même un critère principal justement pour les gestionnaires des eaux pluviales. Également pour les thermiciens du bâtiment, comme quoi la toiture végétalisée apporte une épaisseur supplémentaire pour isoler le bâtiment. Mais à la fois, la toiture végétalisée apporte un bouquet de services écosystémiques, comme on peut les appeler, où, comme je disais tout à l'heure, l'évapotranspiration peut contribuer au rafraîchissement
du climat local, Ouais. mais à la fois la toiture végétalisée peut être support de biodiversité, accueillir des espèces végétales. Quand on a planté nos toitures en 2011 et aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup de plantes locales qui ont investi la toiture, et également des populations d'invertébrés qui peuplent la toiture. Il n'y a forcément pas dans le cas d'une toiture classique. La Donc, petite minute pour conclure. oui. Et donc, hop, je me retrompe encore une fois. Et donc là, un dernier projet sur lequel on a travaillé, plutôt des collègues à moi, sur justement l'évaluation du bouquet de services écosystémiques apportés par les aménagements de gestion des eaux pluviales, plutôt les techniques alternatives, où justement on a été regarder un peu tous les services, gestion de l'eau, qualité de l'air, biodiversité, rafraîchissement. Et donc l'évaluation a été faite à l'aide d'une matrice des capacités, comme on l'appelle, où on a été interrogé un panel d'experts sur tous ces sujets-là, et avec un système de notation pondérée, on a évalué tous ces dispositifs, et ça fait l'objet de fiches qui sont à apparaître d'ici Quelques mois. le début de l'année, avec des indicateurs radars qui montrent la différence par rapport aux effets d'ombrage ici et d'évapotranspiration pour les effets climatiques de tous ces dispositifs. Donc voilà, j'en ai fini. Puis s'il y a des questions à la fin de la table. Merci beaucoup, Julien. De rien. Et on va terminer avec Sandrine Potier sur. On va rester dans ce temps de la proximité, la mise en place stratégique globale de la gestion des eaux pluviales qui est basée sur les retours d'expérience. Et c'est ça qui est important. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, effectivement, j'interviens un petit peu en guise de synthèse par rapport aux différentes interventions. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, la FNCCR, c'est une association de collectivités locales qui sont compétentes dans les domaines du petit et grand cycle de l'eau. Donc, en fait, l'objectif, c'est un peu de vous faire part des éléments clés qui ressortent des différents projets qui ont été conduits par les collectivités. Dans le cadre de la mise en place, en tout cas, d'une stratégie de gestion intégrée des eaux pluviales. Et on part quand même du constat initial, c'est que la gestion intégrée des eaux pluviales n'apparaît pas comme prioritaire dans l'aménagement. Donc voilà, il faut essayer de réfléchir comment y répondre de manière différente. Et vous avez plusieurs clés. Alors, il y a plusieurs clés parce qu'effectivement, aujourd'hui, en tout cas à travers les projets qui ont été, qui sont plutôt positifs, c'est que chaque projet d'aménagement doit être une opportunité pour la collectivité de, du coup, mieux intégrer l'eau dans les projets, en tout cas repenser la question des eaux pluviales de manière différente. On a vu qu'il y a différents aspects maintenant. Ça peut être, ce n'est pas qu'un aspect purement physique, hydraulique, mais voilà, ça peut aussi intégrer d'autres fonctionnalités. Et puis voilà, c'est comment effectivement les adopter. Alors ça, on a pu mettre en évidence finalement 3 étapes principales, fondamentales, essentielles même, et qui reviennent quasi systématiquement dans ces projets positifs. C'est à savoir, voilà, c'est-à-dire que ça part de l'organisation d'une concertation, de plus de dialogue. Voilà, on parle de transversalité, c'est aussi souvent un mot qui revient, on l'a vu, mais voilà, il ne suffit pas de le dire, il faut aussi mettre en action tous les acteurs concernés. Une autre étape essentielle, c'est celle de la mobilisation des élus, c'est-à-dire que voilà, c'est un acteur privilégié, enfin en tout cas qui est essentiel pour la mise en place et de la stratégie politique à mettre en place. Et évidemment, c'est associé à cette implication des usagers, à savoir comment les sensibiliser. Et donc, il y a effectivement plusieurs éléments, plusieurs étapes à ne pas louper à ce niveau-là également. Donc sur la partie concertation, mise en place d'une concertation, développement de la transversalité, on voit bien que ce qui ressort, c'est voilà, on est dans une co-construction, on est dans une démarche plus de projet, où là, il y a un vrai intérêt à mettre tous les acteurs autour de la table pour justement, en tout cas, créer plus de liens entre les services, qu'ils soient internes ou externes à la collectivité,
Et cela, le plus en amont possible des projets, c'est une des clés de la réussite. Ces objectifs, voilà, ils s'engagent aussi, les solutions qui en découlent, c'est de pouvoir justement proposer le plus tôt possible des solutions qui soient créatives et innovantes, notamment par rapport à la multifonctionnalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur, par exemple, en ce qui concerne la fonctionnalité hydraulique, mais voilà, on peut imaginer une fonctionnalité plus créative ou autre. Donc c'est ça, l'objectif, c'est bien de répondre à de multiples autres fonctionnalités et pas seulement la fonctionnalité hydraulique. Toujours dans la concertation, c'est aussi de pouvoir démontrer qu'il y a un intérêt économique. On l'a vu, voilà, il y a notamment peut-être en termes de moyens, sur les différents projets. Alors, on peut aussi se poser la question de l'exploitation, mais finalement, on se rend compte que là aussi, il y a quand même un intérêt économique à terme. Donc, c'est d'évaluer justement tous ces bénéfices qui peuvent être apportés, non pas forcément en termes de moyens, mais aussi sur tous les bénéfices qui vont être apportés pour les usagers et en fonction de leurs attentes. Et je vais y revenir juste après, notamment à cette question du changement climatique. Clairement, on voit bien que ce qui s'est passé cet été a fait, il y a quand même une prise de conscience qui va être certainement de plus en plus formulée par les citoyens. Et donc, toujours par rapport à cette question de la coordination, on voit qu'il est important qu'il y ait finalement un chef d'orchestre au sein des collectivités. Il faut savoir qui va mettre en marche en fait cette concertation. Voilà, il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion, qu'il y ait plus de coordination. Et finalement, on se rend compte que c'est ça aussi une des clés de la réussite. Prise en compte, les attentes, les élus ont été plus réactifs suite à ce qu'on a vécu dans l'actualité. C'est ça, tout à fait. Ça peut être les élus, mais ça peut être aussi des services de la collectivité, enfin en tout cas une personne potentiellement identifiée qui va permettre de dire voilà, on se réunit tous pour mettre en place une stratégie qui réponde. Après, faut-il passer de la théorie à la pratique et à Voilà, l'action. c'est ça. Mais c'est toujours intéressant de revenir en tout cas sur ces éléments, Vous allez avoir clés. 4 minutes pour terminer, pour laisser la parole aux personnes Tout qui à sont fait. avec nous. Donc j'ai quasiment fini en fait sur une autre étape primordiale. On vient de le dire, hein, c'est ça. Associer les élus. L'élu, il doit faire face à plusieurs défis. On le sait, il doit déjà connaître son territoire, connaître les enjeux qui existent, mais il doit aussi, en parallèle, écouter les attentes des usagers. Et c'est bien à partir de ces deux éléments-là qu'il va pouvoir mettre en place une stratégie politique, à la fois pour répondre à ces multiples enjeux. Pour ce faire, il lui faut forcément des éléments de connaissance, donc il faut enrichir sa connaissance, il faut qu'il ait des informations claires et concrètes sur les enjeux et la prise de risque qu'il prend, puisqu'il engage aussi lui-même sa responsabilité, et il doit être acteur de ces projets. Donc il faut lui proposer des solutions. L'intérêt, c'est vraiment qu'il conçoive l'eau comme un atout et non plus comme un frein, et on a vu que les projets qui sont développés, qui nous ont été présentés, montrent effectivement ce côté très positif. Richesse et diversité. Voilà, c'est ça. Et là, aussi, d'un point de vue plus politique, on va dire, le fait de l'impliquer dans les projets, c'est aussi de valoriser son rôle en tant que décideur. Donc, même si on y ajoute l'aspect novateur, il y a aussi l'aspect d'exemplarité qui est toujours intéressant en termes de communication et d'image. On le Très sait bien. important. Vous voulez terminer sur un mot sur la créativité et l'innovation, justement? Alors, par rapport, avant toute chose, il y avait quand même la sensibilisation qui est importante auprès des citoyens, puisqu'il faut leur donner aussi la parole. Il faut qu'ils puissent s'exprimer. On a vu qu'il y a quand même des attentes en matière de... il y a les questions du changement climatique, mais il y a aussi beaucoup de questionnements par rapport au verdissement. Donc, il faut effectivement pouvoir leur proposer, en tout cas pouvoir répondre à leurs problématiques. On sent bien que souvent, il y a cette approche, oui, voilà, ma ville est trop minérale.
proposons comment y répondre effectivement. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir y accéder à partir de projets. On a vu il y a des techniques alternatives paysagères. Alors on a vu aussi qu'il faut adapter son vocabulaire, puisque technique alternative, ça parle à personne. Oui. Donc il faut aussi mobiliser les services pour essayer de développer beaucoup plus de pédagogie. Et cette pédagogie, c'est aussi ce qui permettra de mieux gérer les comportements par rapport à ces nouvelles techniques. C'est-à-dire que s'il y a de l'eau, effectivement, dans le parc de jeux, eh ben, c'est normal. C'est aussi quelque chose... voilà, il faut aussi répondre à leurs attentes, mais aussi les renseigner et les informer directement, même sur le site. Pourquoi pas. On a des exemples. Bon, là, je ne reviens pas sur les ouvrages plurifonctionnels. Oui. Mais on peut avoir en tout cas des actions pédagogiques pour pouvoir transmettre de l'information aux usagers de l'espace public, voilà, pour aussi leur dire ça c'est un ouvrage de gestion des eaux pluviales, mais voilà, il y a aussi de la biodiversité, voilà. En fait, comprendre pourquoi il y a un ponton, par exemple, effectivement, même si vulgariser, voilà. en fait, ce sont des choses simples, mais il faut qu'ils savent savoir bien les faire passer en message et les C'est expliquer. C'est ça. Très Et puis, important. voilà. Et je vous laisse terminer avant de laisser voilà, la parole aux gens. juste effectivement en termes un peu de conclusion, c'est ça. L'objectif, c'est bien de mettre en place vraiment une politique beaucoup plus globale que peut-être qu'elle ne l'est aujourd'hui en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, et donc de tendre vers une gouvernance beaucoup plus partagée. On voit bien qu'il y a plusieurs secteurs avec des compétences diverses. Voilà, on peut avoir la voirie, les espaces verts, l'assainissement et la gestion des eaux pluviales avec des objectifs qui sont totalement différents, évidemment. Et donc, à côté de ça, on a effectivement des citoyens qui vont, eux, formuler leurs exigences sur le confort, plus de confort en ville, plus de verdure, etc. Et donc, c'est bien le lien entre les deux qui va permettre aux élus de construire leur politique locale, d'avoir une vue beaucoup plus d'ensemble, ce qui permettra évidemment de donner beaucoup plus de sens au projet, et en tout cas de valider, d'avoir de confirmer, de valider leur décision, et de mieux intégrer l'eau dans les projets comme un atout et non pas comme un frein, encore une fois. Complètement. Voilà. Merci beaucoup, Sandrine. Merci. On peut l'applaudir et applaudir d'ailleurs toute la table ronde parce qu'ils étaient nombreux. Sandrine, Julien, mais aussi Yann, Benoît Grandmougin, Camille Jouliot. Est-ce qu'il y a des questions pour terminer avant de vous laisser déjeuner paisiblement et de se retrouver à 14h30 ? Vous avez une question ? Oui, on va vous donner un micro. Tellement intéressant, divers. Oui, très complet. Je vous laisse vous présenter. Monsieur Pilier, moi je suis technicien dans une collectivité vosgienne. Très bien. Donc une petite À quel endroit ? collectivité sur le haut bassin de la Moselle. Voilà. Ma question s'adresse sur la présentation de l'Eurométropole par rapport on va dire, aux spécificités aussi liées aux compétences. Oui. Vous avez expliqué que donc d'une part vous avez fait le distinguo entre l'eau pluviale et l'eau de ruissellement, donc deux services au sein de votre collectivité. Je voulais savoir si c'était lié aussi aux compétences GEMAPI d'une part et assainissement d'autre part, dans un premier temps, et puis savoir aussi au niveau du ruissellement si vos collègues avaient déjà mis en place des choses et travaillé aussi sur la partie un peu plus rurale ou espace vert de façon plus générale sur votre territoire. Merci. Oui, merci pour la question. Du coup, oui, il y a au niveau de l'Eurométropole, donc on a bien la compétence au niveau de l'Eurométropole sur petit cycle, grand cycle de l'eau. Après, de manière très opérationnelle, au niveau de l'Eurométropole, il y a une séparation des compétences entre services. Du coup, le service de l'eau et de l'assainissement intervient sur le petit cycle de l'eau, comme je l'ai dit, et un autre service intervient sur la compétence coulée d'eau boueuse, enfin surtout là où on est touché, et du coup, ce qui englobe la partie GEMAPI. Donc on est sur deux services distincts. Après, évidemment, l'eau de pluie qui tombe à un endroit, elle va ruisseler. Forcément, à un moment, elle va se retrouver aussi peut-être en secteur urbain. Donc, il y a, nous, ce qu'on travaille entre les deux services, c'est surtout l'interface. Alors déjà, entre les services, mais qui du coup est matérialisée par l'interface entre le petit cycle et le grand cycle de l'eau. Je veux dire, ça ne s'arrête pas net
On sait pertinemment que typiquement un coulé d'eau boueuse, on est sur du ruissellement secteur agricole qui souvent se retrouve en secteur urbain et du coup intègre le petit cycle de l'eau. Du coup aujourd'hui on travaille sur cette interface-là de manière à séparer également les eaux. On essaye de faire en sorte que les eaux du grand cycle restent dans le grand cycle et les eaux du petit cycle dans le petit cycle. Bon, c'est pas simple, hein, c'est pas simple, hein. Parce que tout simplement, on n'est pas du tout sur les mêmes volumes à gérer, hein. Quand on récupère tout ça dans un réseau d'assainissement, ça met un peu le bazar, quoi. Donc il y a, on va dire, une interface de compétences petit cycle, grand cycle qui se traduit chez nous par un besoin de travailler entre différents services qui ont la compétence au niveau de l'Eurométropole. Ça répond à votre question. Il y avait une autre sur les ouvrages végétaux. C'était par rapport aussi aux travaux que pouvaient faire vos collègues. Vous avez parlé des coulées de boue, donc je pense qu'ils travaillent sur ces questions. Alors nous, du coup, comme je disais, on travaille à la séparation de ces eaux-là. Évidemment, on les accompagne à gérer, surtout par des techniques douces, hein, sur le grand cycle, donc sur les bassins versants agricoles, ces coulées d'eau boueuse, de manière à ce qu'elles ne rentrent pas, on va dire, dans le réseau d'assainissement, donc à travers la mise en place de fascines, la mise en place de bandes enherbées. Après, il y a des choses qui sont plus compliquées à mettre en place, c'est le changement de pratique culturelle, hein, parce qu'on sait pertinemment que ne serait-ce que changer l'orientation du sillon de culture, ça fait beaucoup pour les ruissellements en terrain agricole, et également créer des ouvrages de stockage de ces eaux boueuses de manière à pouvoir les stopper, les décanter et éventuellement pouvoir les infiltrer sur place au lieu qu'elles rejoignent le réseau d'assainissement. Parce que historiquement, évidemment, quand la compétence était dans les communes, c'était facile, hein. On avait un bassin versant agricole, on a un fossé qui longe le chemin rural, tac, on voit qu'il y a beaucoup d'eau qui arrive, première solution, je mets un avaloir, je connecte au premier réseau qui passe. Et en fait, c'est le réseau unitaire de la collectivité, enfin de la commune. Donc ça fonctionne jusqu'à un moment où il y a des changements de pratiques culturelles, il y a des bonnes enherbées qui sont supprimées, il y a des surfaces qui sont imperméabilisées de manière plus grande. Et du coup, on augmente les ruissellements, on augmente les volumes à l'aval, et là, on commence à être face à des problèmes qu'on ne peut plus gérer à l'aval. Donc, on retourne pour aller les gérer à l'amont. Très bien. Merci beaucoup pour votre question. Est-ce que vous avez une autre question pour un de nos intervenants? Non, de toute façon, vous allez être présent un petit moment, je pense, sur le salon, donc vous pourrez échanger bien volontiers. Merci beaucoup à tous les intervenants, merci à vous pour votre attention. On se retrouve à 14h30 pour la sobriété en eau. Là aussi, à mon avis, ce sera une partie intéressante. Très bon appétit, merci.